Personnage semi-légendaire, immortalisé dans la littérature japonaise et le théâtre kabuki du 19e siècle, Takiya Hime a inspiré un grand nombre d'artistes de la période Edo, en particulier ceux de l'école Utagawa. Il est vrai que la vie de cette princesse est particulièrement romanesque. Une enfance tragique tout d'abord, avec la mort de son père, Taira no Masakado, samouraï insoumis dont la révolte fut rapidement et violemment réprimée par l'empereur. Seule rescapée de son clan avec son frère Yoshikado, la petite Satsuki croit dans un premier temps trouver la paix de l'âme en cherchant l'illumination. Elle devient nonne bouddhiste et prend le nom de Nyogetsuni. Mais le destin rattrape rapidement la jeune fille en la personne de Gamma Sennin, l'immortel au crapaud, puissant alchimiste taoïste vivant en ermite sur le mont Tsukuba. Prenant les orphelins sous son aile, ou plutôt sous sa patte palmée, Gamma Sennin leur enseigne les arcanes de son art batracien et en fait rapidement de puissants enchanteurs. Grâce à leur nouvelle connaissance magique, Yoshikado et Satsuki commencent à entrevoir une possible vengeance contre les assassins de leur père, les puissants clans guerriers Minamoto et Fujiwara. Toutefois, la magie crapaud et ses artifices ne comblent pas l'insatiable désir de puissance qui a germé dans le cœur de Satsuki. Poussée par l'Onryo de son père, représenté ici en haut à gauche sous la forme d'une tête décapitée, elle décide de se tourner vers la magie noire. Pour parfaire sa connaissance de l'Onmyodo, une forme d'ésotérisme complexe héritée du taoïsme, à laquelle l'a seulement initié Gamma Sennin, Satsuki quitte Tsukuba et entreprend un long voyage initiatique à travers le pays. Voilà pourquoi Utagawa Kunisada la représente à plusieurs reprises comme une voyageuse solitaire, comme sur cette estampe où elle erre dans une forêt de pins, au cœur des ténèbres, à la lueur d'une petite lanterne. Parfois, peut-être pour rappeler son récent passé de nonne, Kunisada la dote des attributs d'un moine pèlerin bouddhiste. Ici, Satsuki porte le shakujo, ce long bâton rituel orné d'anneaux de métal qui sert à la fois à chasser les mauvais esprits, à prévenir les villageois pour qu'ils puissent donner l'aumône et à se défendre contre d'éventuels agresseurs. À gauche, à l'arrière-plan, vous apercevez un coffre portatif à 4 pieds, nommé Enkyu, censé contenir les objets liturgiques. Il est surmonté d'un coffre plus petit, le katabako, protégeant les suppliques à adresser aux divinités, et d'un plumeau hataki utilisé pour les cérémonies de purification. Sous des dehors dévots, Satsuki cache pourtant une combattante redoutable. Kunisada la dote ici des mêmes attributs bouddhistes, mais dévoilant une lame mortelle dissimulée dans son bâton shakujo, prête à frapper tout voyageur qui aurait la mauvaise inspiration de vouloir s'en prendre à elle. Après plusieurs mois de marche, Satsuki parvient enfin à Kyoto, où elle visite le sanctuaire de Kibune pour y effectuer une sombre cérémonie, appelée Ushi no Tokimaeri, littéralement la visite du temple à l'heure du bœuf, c'est-à-dire 2 heures du matin. Bien qu'il existe de nombreuses variantes à ce rituel, on peut en dessiner les grandes lignes. Il s'agit généralement de pénétrer le temple en plein milieu de la nuit, après l'heure du bœuf donc, chaussé de haute guetta, en portant sur la tête une couronne en métal où brûlent 3 bougies, voire même parfois avec une double torche enflammée entre les dents. À l'aide d'un petit marteau, il faut ensuite clouer sur l'un des arbres du sanctuaire une poupée de paille symbolisant l'individu sur lequel on appelle le mal, tout en psalmodiant les incantations appropriées. En accomplissant l'Ushi no Tokimaeri, Satsuki n'a pas seulement l'intention de jeter un mauvais sort sur l'un de ses ennemis. Elle veut aller beaucoup plus loin. Chaque nuit, elle répète le même cérémonial avec un miroir autour du cou, qui représente la justice éclairée, un sabre dans la main droite, qui symbolise la vengeance, et une clochette dans la main gauche, destinée à attirer l'attention du kami présent dans le sanctuaire. C'est ainsi que la représente Utagawa Kunisada sur cet ukiyo-e de 1850. Observez au passage le crâne, en bas à droite, qui symbolise l'influence posthume de Masakado, le père décapité. La persévérance de Satsuki finit par payer. Au bout de 21 nuits, elle parvient à réveiller l'Aramitama, c'est-à-dire le côté obscur de Takao no Kami, le dieu protecteur du sanctuaire de Kibune. Celui-ci se présente à la jeune fille et lui transmet la connaissance complète de l'Onmyodo. Cette cosmologie ésotérique est basée sur des concepts traditionnels chinois introduits au Japon au VIe siècle. Les fameux yin et yang, ces 2 oppositions complémentaires qui régissent l'univers, et le Wushin, c'est-à-dire l'équilibre des 5 éléments, bois, feu, terre, métal et eau. Pendant la Heian, cette conception chinoise s'est mêlée au culte astral que l'on rendait à Hokuto Shichisei, les 7 étoiles de la Grande Ourse, dont je vous avais déjà fait remarquer la présence sur le dos de Chinchan, le crapaud à 3 pattes de Gamma Sennin. Cette constellation, parfois appelée Grand Chariot ou Grande Casserole en Occident, occupe en effet une place fondamentale dans l'astrologie chinoise et japonaise, puisqu'elle est censée présider à la destinée humaine. Rien de moins. L'Onmyodo traditionnel consiste donc en une série de rites occultes liés à la Grande Ourse
et initialement censé prolonger la longévité des hommes, en leur évitant notamment les sécheresses, les tremblements de terre, les épidémies, les guerres et les inondations. En accédant à cette connaissance suprême, Satsuki devient une puissante Onmyoji, non seulement capable de contrôler les Shikigami, des esprits surnaturels, mais aussi d'influencer le destin de l'humanité tout entière. C'est ce qu'exprime vraisemblablement Utagawa Kunisada sur cette magnifique estampe de 1860, où la princesse regarde en souriant le sabre qui symbolise sa future vengeance, tandis que les 7 étoiles du Hokuto brillent sinistrement dans les ténèbres, en arrière-plan. Satsuki, au fait de sa puissance grâce à l'Aramitama de Takao no Kami, prend alors le nom qui va la faire rentrer dans la légende. Takiyasha Hime, littéralement la princesse de la cascade démon. Voilà pourquoi la magicienne est souvent représentée en train d'accomplir le rite Ushi no Tokimaeri avec une chute d'eau en arrière-plan, comme sur cet autre ukiyo-e de Kunisada, datant de 1862, ou encore sur cette estampe de Yoshu Chikanobu, datant du début de la période Meiji. Notez dans le cartouche supérieur la présence d'un crapaud géant, familier surnaturel de Takiyasha, et de son père défunt, tenant un rouleau d'incantation, comme pour l'inciter à perfectionner son art magique. L'esprit de Masakado va en effet jouer un rôle funeste dans le destin de sa fille, instillant constamment dans le cœur de cette dernière son propre désir inassouvi de vengeance et de mort. Au lieu d'utiliser ses pouvoirs d'Onmyoji pour faire le bien, Takiyasha va les employer à réveiller des forces obscures et dangereuses, versant peu à peu dans la magie noire et la nécromancie. Voilà pourquoi Takiyasha est très souvent associé à des éléments graphiques qui évoquent l'occultisme et les puissances maléfiques. Référence assez convenue sur cet ukiyo-e de Kuniyoshi, datant de 1836, avec un simple makimono, un rouleau manuscrit, et des chauves-souris qui volettent lugubrement dans la semi-pénombre. Un démon cornu et grimaçant sur cette estampe de Kunisada, datant de 1839, qui fait probablement allusion aux Shikigami, ces esprits surnaturels que l'Onmyoji peut invoquer et contrôler à sa guise. Des feux follets, enfin, sur cet ukiyo-e du même artiste, datant de 1848. Ces petites flammes en lévitation peuvent figurer soit des onibi, des feux du démon, nés des cadavres humains ou animaux, soit des kitsunebi, des feux du renard, nés du souffle de cette créature polymorphe et trompeuse. Dans les deux cas, des yokai dangereux dont il vaut mieux se méfier. Grisé par sa puissance sur les esprits, Takiyasha commence à utiliser ses pouvoirs pour punir les assassins de son père ou ceux qui l'ont trahi. Utagawa Kuniyoshi la représente ici en pleine séance de magie noire sur la montagne Ashida. Au beau milieu de la nuit, l'enchanteresse s'avance solennellement sur la neige, chargée de tous les objets rituels liés à l'Ushi no Tokimaeri et suivie de son homme de main, Araimaru, qui brandit déjà la tête d'une de ses victimes attachée à une branche. Takiyasha porte ici les cheveux courts, comme s'ils étaient en train de repousser, ce qui évoque peut-être sa vocation de nonne abandonnée. Le cartouche en forme d'oiseau révélant un paysage de montagne est un clin d'œil au roman de Santo Kyoden, qui a réactualisé la légende au début du 19e siècle. Uto Yasukata Chugiden. En effet, en japonais, Uto Yasukata est aussi le nom du macareux cornu, un oiseau de mer qui prend ses quartiers d'hiver sur les côtes de l'archipel. Pendant que Takiyasha s'acoquine avec les puissances obscures, Yoshikado de son côté est reparti dans la province de Shimosa pour prendre son destin en main. Marchant sur les traces de son défunt père, il s'est proclamé shogun et tente de fomenter une rébellion contre Kyoto en ralliant les partisans du clan Taira qui ont échappé à la traque de l'empereur. Malheureusement trop peu nombreux pour constituer une armée digne de ce nom, les rebelles trouvent refuge dans l'ancienne forteresse de Masakado, désormais en ruine, le vieux palais de Soma. Takiyasha y rejoint son frère et lui fait une démonstration de ses nouveaux pouvoirs de nécromancienne. C'est ce qu'illustre ce triptyque de 1858, signé par Toyohara Kunichika. Sur la gauche, on reconnaît Yoshikado trônant devant son crapaud géant, relativement peu impressionné puisqu'il maîtrise aussi les arts magiques. En revanche, les anciens alliés de son père qui se trouvent sur la droite, dont le chenu Iga Jutaro, sont proprement médusés. Au centre, Takiyasha, aidé d'un de ses acolytes, peut-être Araimaru, évoque un fantôme, semble-t-il à partir des cendres du défunt contenu dans un coffre. L'esprit effrayant apparaît derrière l'enchanteresse, à travers la fumée, prêt à lui obéir. Takiyasha et Yoshikado sont enfin réunis. Conjuguant leurs talents ésotériques, ils organisent la rébellion et attirent un certain nombre de partisans dans le palais abandonné de Soma, reconstituant en quelque sorte la cour de l'Est initialement créée par Taira no Masakado. Au cours de cette période, ils entreprennent d'ailleurs plusieurs expéditions punitives pour châtier les anciens ennemis de leur père ou les traîtres qui ne l'ont pas soutenu dans sa rébellion. C'est le sujet de ce triptyque réalisé par Utagawa Yoshitsuya en 1845.
Au centre, en haut, Yoshikado assiste impassible à la scène, le crâne de son père ostensiblement posé à ses côtés. À droite, Takiyasha, assistée d'une servante, lance un maléfice pour transformer en oiseaux ceux qu'elle considère comme des traîtres, à gauche, Uto Yasukata et sa femme Nishikigi. Remarquez que Takiyasha apparaît ici armé d'un naginata, sorte de sabre doté d'un très long manche, dont le maniement est traditionnellement associé aux arts martiaux féminins. La princesse dévoile ici une nouvelle facette de sa personnalité, celle de la guerrière impitoyable, prête à recourir aussi bien à la magie qu'aux armes pour assouvir sa vengeance. Au-delà de l'immense piété filiale qu'elle voue à son père, Takiyasha incarne une féminité forte et déterminée, qui ne perd pourtant rien de sa sensualité. C'est visiblement cet aspect du personnage qui a fasciné Utagawa Yoshitsuya, puisqu'on le retrouve sur cet autre ukiyo-e plus tardif, datant de 1856. Takiyasha y apparaît dans toute sa splendeur, en plein hanami, sous une pluie de pétales de fleurs de cerisier. Un makimono entre les dents, elle soumet un ennemi de son père à l'aide de son naginata, avec autant de force que de grâce. Je me permets de vous faire remarquer rapidement les motifs de papillons qui ornent le kimono de Takiyasha sur cette estampe. Il s'agit peut-être d'une référence de l'artiste au clan Taira, dont sont issus la princesse et son frère, et dont le kamon, l'emblème, est justement un papillon. D'autres artistes de l'école Utagawa vont encore plus loin, représentant Takiyasha comme une sorte d'amazone japonaise. C'est le cas de Kuniyoshi sur cette estampe de 1852, où la princesse hors la loi, toujours armée de son naginata, est vêtue comme un samouraï. Elle porte une veste haori, richement décorée sur une côte de maille, à l'instar de son frère Yoshikado qui apparaît en arrière-plan. Observez au passage le kakemono à droite, représentant un cheval, l'emblème de la région de Soma. Kunisada réalise un portrait comparable sur ce magnifique ukiyo-e de 1862, qui présente Takiyasha en gros plan. La princesse, cheveux dénoués en tenue de combat, semble attendre sa victime au cœur de la nuit, prête à frapper avec son sabre ou son naginata. Rebelle et révoltée, Takiyasha apparaît sur ses estampes comme affranchie, non seulement du pouvoir impérial, mais aussi des conventions sociales qui pèsent sur les femmes. Cela est particulièrement notable sur ce diptyque du même Kunisada, où Takiyasha à gauche, toujours en tenue guerrière, se prépare au combat en renouant son hobby, un sabre entre les dents, ce qui n'est pas sans rappeler l'iconographie occidentale du pirate. Notez qu'ici, l'artiste met Takiyasha sur le même plan que son frère Yoshikado à droite, même s'il faut bien entendu relativiser cette remarque par le fait que ce sont bien deux acteurs masculins de kabuki qui sont représentés ici. Les orphelins de Taira no Masakado, au fait de leur puissance, tiennent enfin leur vengeance. Grâce au pouvoir nécromant de Takiyasha, ils ont l'ambition de lever une armée de yokai pour réaliser le rêve de leur père, écraser définitivement les forces de l'empereur et conquérir le Japon tout entier. Toutefois, les rumeurs d'un foyer de rébellion rallumé dans le vieux palais de Soma parviennent jusqu'à Kyoto. Le puissant clan Minamoto, fidèle à l'empereur, décide de dépêcher sur place Oya no Taro Mitsukuni, un samouraï encore jeune mais très prometteur, avec la mission d'enquêter, de retrouver les éventuels conspirateurs et de les éliminer. La rencontre nocturne de Mitsukuni et de Takiyasha Hime dans le vieux palais de Soma constitue le point d'orgue de la légende. Cet épisode célèbre, immortalisé dans le théâtre kabuki, va donner lieu à l'un des plus beaux triptyques réalisés par Utagawa Kuniyoshi et dont nous parlerons en détail dans notre prochaine émission. Terminons celle-ci avec ce haïku de Takahama Kyoshi. Dans la froidure, un papillon, à tire-d'aile, poursuit son âme.